Josier est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle se trouve dans la vallée de l'Ubaye. Ses habitants sont appelés les Josiérois. La commune de Josier, seconde localité de la vallée de l'Ubaye en nombre d'habitants, occupe un emplacement stratégique à 1250 mètres d'altitude. Elle se situe en effet à l'intersection de trois routes, celle venant d'Italie, par le col de l'Arche, celle venant du Dauphiné, par le col de Vars, la route de la Bonnette, ou route de Nice, par le col de la Bonnette-Restefond, sans compter la RD 900, ancienne route nationale 100, route vers la Haute-Provence. Elle est à la limite entre la haute et la moyenne vallée de l'Ubaye. La commune proprement dite se situe sur la D900, au pied du rocher du Chastel, qui porte son clocher. Le village a une organisation concentrique. Le cœur du village se compose de l'église, la mairie, une unique rue piétonne, comportant les commerces principaux, autour, diverses zones d'habitation, résidences, l'ancienne caserne, du 11e bataillon de chasseurs alpins, la gendarmerie, et la maison des produits de pays, magasin vendant des produits du terroir, des quartiers excentrés, les Magnans, au pied du château de même nom, le Moulin, au sud, Cocody, sur la route de Restefond, quartier de petits chalets de bois, originaux, à louer. Par ailleurs, un certain nombre de hameaux dépendants du village, hameaux des Sanières. Les Sanières, hameaux à l'ouest, au nord de la D900. Les Davis, haut et bas, à 1 km à l'ouest, près de la D900. L'Anse en Ubaye, hameau d'altitude, sur la route de Restefond, à plus de 1400 mètres d'altitude, où vivent plus de 60 habitants. Lubac, village qui n'est plus abandonné, depuis quelques années avec une famille y habitant en permanence, dans le vallon des Sagnes. Situé dans une belle forêt de résineux, appelée le Grand Bois. Toponymie. Josier, le nom de la commune apparaît pour la première fois, dans les textes vers 1151-1152, Ingosrio. Son nom serait tiré d'un nom propre germanique, Gausorius. Le nom du village est Jouzier en valéant, et le gentilé des habitants est, en valéant, Loup-Jouziran. Sanières, le nom du quartier vient des Sagnes, les roseaux, qui veut dire prairie marécageuse, François Arnaud. Il nous dit qu'en valéant, il se dit Saniera et se décompose en deux termes locaux Sagna, Liera que l'on traduit terre des Sagnes. Anciennement beaucoup de zones de sources et d'eau sourdant, difficiles à capter, ont disparu, ou disparaissent avec les drainages. Le temps est passé, et là, il n'est plus très clair, du lieu précis, où se trouvaient ces Sagnes transformés en prés. Magnan, vient de la culture du ver à soie. C'est le lieu de sa culture, qui est la magnanerie, où l'on pratique la sériciculture, l'exploitant est le magnan. L'ancienne caserne de Josier, était une usine de magnanerie. Histoire. Des traces d'occupation de l'âge du fer, sépultures, ont été retrouvées au XIXe siècle. Dans l'Antiquité tardive, Josier fait partie de la Vallis Moxensis, d'après le nom de la famille romaine des Moxii, qui devait posséder des domaines importants dans les vallées. Elle dépend, sur le plan religieux, de l'archevêché de Turin. Le nom évolue ensuite en Vallis Musio, XIIe siècle, Vallium Musii, XIIIe siècle, puis au XIVe siècle, en Vallis Montsii, c'est-à-dire le Val des Monts, district de la vallée de Barcelonnette qui a existé jusqu'au XVIIIe siècle. Le fief dépend des comtes de Provence jusqu'en 1388, avant de passer aux comtes de Savoie jusqu'en 1713, traité d'Utrecht. Ce traité rattache toute la vallée de l'Ubaye à la France. Le village vivait en partie de l'industrie de la soie, du XVIe au XXe siècle. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. Le hameau de Lens a été pillé durant les guerres de la Révolution par un escadron hongrois de l'armée autrichienne. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte, contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution.
Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression s'abat sur ceux qui se sont levés pour défendre la République, dont un habitant de Josier. Comme de nombreuses communes du département, Josier se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle compte déjà 7 écoles dispensant une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu, et dans les principaux hameaux, les Sanières, les Payants, la Frache, Lens et la Chalanette. La loi Fallou, 1851, imposant une école de filles, dans les communes de plus de 800 habitants, Josier en possède 3 en 1861, nombre qui redescend à 2 en 1872. La deuxième loi d'Urgue, 1877, lui permet, grâce aux subventions de l'État, de reconstruire 4 de ces écoles, au chef-lieu, aux Sanières, à Lens et à la Frache. Quelques petites industries se sont développées au XIXe siècle. La commune de Josier est durement touchée par la Première Guerre mondiale, avec 53 morts. Une souscription publique est lancée, afin de financer la construction du monument aux morts. Une autre souscription, de fin 1919 à 1921, a lieu dans toute la vallée de l'Ubaye, et permet de financer un monument, aux 509 morts de la vallée, érigé à Barcelonnette, par Paul Landowski. De mai 1916 à novembre 1917, à l'initiative du député local André Honora, Josier a accueilli le bataillon universitaire serbe avec une petite annexe à Mont-Dauphin. Constitué de lycéens et d'étudiants évacués de leur pays après qu'il fut envahi, fin 1915, début 1916, par les armées austro-hongroises, allemandes et bulgares, ce bataillon avait pour objectif de les conduire au baccalauréat ou de leur apporter une formation militaire pour devenir officiers de réserve, et participer ainsi à la future libération de leur pays. 300 à 400 élèves y passèrent, pour une durée de séjour de quelques mois. En février 1939, 68 réfugiés espagnols, arrivés en France lors de la retirada, sont accueillis et hébergés à la Frache. Plus tard, les réfugiés espagnols sont recrutés dans les compagnons de travailleurs étrangers. En mai 1939, la 95e CTE arrive des Hautes-Alpes pour travailler aux fortifications du sous-secteur de Josier, du côté du col de Restefond. En 1962, la commune accueille à nouveau des réfugiés, des familles de harkis sont installées dans un hameau de forestage, et effectuent des travaux d'entretien de la forêt pour le compte des eaux et forêts. En 1982, le maire lance une station de ski, à la Frache. Elle est dotée de 3 remontes-pentes, et dispose de 7 km de piste. Aux 1,8 million de francs de l'aménagement initial, se rajoute en 1983, 1,4 million pour les canons à neige. La station emploie jusqu'à 15 salariés, mais ne parvient pas à l'équilibre budgétaire. Elle ferme en 1992. 2 remontes-pentes sont démontées. Lieu et monument remarquable. Moulin des Abriès, moulin à eau reconstitué en état de marche, se visite l'été, vente de farine, ancienne filature de soie, route de Saint-Paul-sur-Ubaye. Sur la place de l'église, une maison date de 1748. Dans la Grand-Rue, une maison est datée de 1784, et voisine avec des constructions de style roman, mais probablement du XVIIe siècle. La fontaine des Sanières, avec un bassin de forme ovale, date de 1793. Une autre date de 1808. La commune compte plusieurs villas mexicaines, construites par des habitants ayant fait fortune au Mexique au XIXe siècle, et au début du XXe siècle, dont, le château des Magnans, construit entre 1903 et 1913, ce manoir a une architecture gothique de fantaisie, inspirée de celle du château de Neuschwanstein, construit en Bavière, par Louis II de Wittelsbach, mais aussi au château toscan, tel que le château de Villemaggio. Il est orné d'un dessus de porte, en bas-relief de Clodion, représentant un cortège de bacchantes et un vitrail de Louis Balmet. C'est un monument historique inscrit. La villa de la Sapinière, de style classique, est en bel appareil à refend, elle est dotée d'un porche soutenu par des colonnes ornées de rosaces. La villa Campesina, aux formes épurées, construite en 1912. La villa Javelli, construite en 1913, encadrée de 2 tours, de style composite, art nouveau, art pittoresque et italianisant. La villa Logier, construite en 1892, dont le décor date de 1904, elle est précédée d'un porche dorique, sous le balcon. Le décor de peinture murale s'étend dans toutes les pièces intérieures,
mais aussi à l'extérieur, orné de trompe-l'œil. Particularisme constructif ancien. Le plâtre, nous l'avons oublié pendant une cinquantaine d'années, était utilisé en extérieur pour les enduits, les tableaux, les surépaisseurs décoratives, mais aussi pour monter des murs, ourdés et banchés. On peut voir de nombreux exemples sur toute la vallée de l'Ubaye et aussi beaucoup à Josier. Le four des Magnans, restauré en 2003, a utilisé uniquement du gypse local, transformé en plâtre, sur le lieu même du chantier. Architecture militaire remarquable. 2 éléments appartiennent au système serré de rivière. La batterie de Cuguret, type serré de rivière, est construite en 1884-1886, puis complétée par un poste optique, 1889, et d'une caserne, 1891. L'enceinte est rectangulaire, avec des tenailles à l'avant, est précédée d'un fossé, doté de caponnières bétonnées. La porte est défendue par un pont-levis. Le logement est assuré par des casemates voûtées. L'artillerie était placée sur un terre-plein. La caserne de Restefond est construite en 1901-1906, à 2793 mètres d'altitude. Elle comprend 4 bâtiments défensifs et de logements, construits autour d'une cour centrale, et 7 bâtiments utilitaires, écurie, pavillon des officiers, infirmerie, cuisine, construits en 1912-1913, plus quelques bâtiments provisoires. Les murs extérieurs des bâtiments sont crénelés, et renforcés de bastonnets. La ligne Maginot des Alpes a laissé plusieurs éléments, dont certains ont participé victorieusement à l'arrêt de l'offensive italienne en 1940. L'ouvrage mixte de Restefond, construit de 1931 à 1935, et de 1936 à 1939. L'ouvrage mixte des Granges communes, en appui du précédent, pour abriter de l'infanterie. Construit en 1940, il est complété en 1956-1957. Un point d'appui au Sagne, inachevé, commençait alors qu'un ouvrage fortifié était prévu. Il ne comporte que 2 tourelles de mitrailleuses. Art religieux remarquable. Au chef-lieu, église paroissiale. Elle est placée sous le vocable de Saint Jean-Baptiste, est patronnée par Saint Nicolas de Myre, daté du XVIIe siècle, selon Raymond Collier, ou du siècle suivant, selon les monuments historiques, de style classique, est classée monument historique. Elle est longue de 26 mètres, large de 18 mètres. Sa nef est formée de 4 travées et haute de 18 mètres, dans chaque travée, s'ouvrent 2 chapelles, nord et sud. La naissance de la voûte est ornée d'une frise de denticulés de rinceaux. Les chapiteaux sont d'ordre corinthien. Le chœur est voûté d'arêtes rayonnantes. La façade occidentale est d'aspect monumental, notamment avec le fronton triangulaire, et la porte ornée de rinceaux, de rosaces, de tors de laurier. Elle possède 2 cadrans qui encadrent le portail et la niche contenant la statue de Saint Nicolas, datant du XVIIIe siècle, et restaurée en 1993. Elle comporte 9 autels, avec 9 retables, datables du XVIIe au XIXe siècle. Le maître-autel est en marbre sculpté, avec notamment une statue de Saint Nicolas de Myre encadrée de prêtres, une nativité pastorale, peinte au XVIIIe siècle, des statues de Saint-Pierre et Saint-Paul. Les autels des chapelles ont des retables également sculptés, du côté nord, de l'entrée vers le chœur, Sainte-Anne, peinture du XVIIIe siècle, autel en bois du XIXe siècle, et sculpture de Saint-Antoine l'Ermite, autel en bois peint et doré, du début du XIXe siècle, avec une Vierge à l'Enfant, accompagnée des Saints Jacques, Laurent sur le gril, du côté sud, autel en bois peint et doré, orné de rinceaux, avec une donation du rosaire, autel en bois doré et peint, composite, 7e-19e siècle, avec un tableau rassemblant les âmes du purgatoire, la Vierge à l'Enfant et Saint Joseph à la fleur de lys, autel en bois peint, du XIXe siècle, avec une Annonciation. Le dernier autel, en pierre sculptée, est orné d'un Saint Blaise, XVIIe siècle, reconnaissable à l'ange qui lui présente un peigne accardé. La chaire, en bois est soutenue par un ange et ornée de rinceaux. Au chef-lieu, chapelle de la confrérie des pénitents blancs, se trouve dans la rue principale, en plein cœur du centre, côté sud, imbriquée entre 2 maisons. Désacralisée vers 1995, elle sert maintenant aux activités culturelles. La confrérie avait été créée en 1641, 1620, plus ancienne, et plus grande est celle de Saint-Paul-sur-Ubaye. C'est du hameau de Lens, que cette idée de la création de la confrérie est née.
Le contexte était alors à la redynamisation catholique qu'on nomme maintenant la Contre-Réforme. Elle prenait en Ubaye un caractère particulier avec de très vives tensions. Sous l'impulsion du pouvoir savoyard, et refusant très souvent d'abjurer, les protestants furent quasiment chassés en 1634, anticipant ainsi les départs en Dauphiné à la suite de la révocation de l'édit de Nantes de 1685. Une étude a été publiée en 1993. La confrérie se place sous le vocable de Notre-Dame de Gonfalon de Rome. Premier recteur, Pierre Fortoul, vice-recteur Jean Rinaudy, notaire. L'étude des premiers participants montre une petite dominante de notables, mais toutes les populations sont représentées. En 1645, ils bâtissent la chapelle. Elle est incendiée en 1691 par les troupes françaises. Guerre de la Ligue d'Augsbourg de 1688 à 1697. La répression contre les protestants catalyse un sentiment anti-français. Elle est restaurée entre 1698 et 1700. Mes sources proviennent notamment de Wikipedia.com. Les images produites proviennent soit de la toile, soit de mes collections personnelles. Ce texte est interprété par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée, grâce à Text Speaker, de la société d'Ezquechar.